l'invité de la matinale sur La Première. Et l'invité de cette matinale, nous sommes mercredi le 7 novembre et Louis Cotrat-Uregueil, le président du Parti travailliste, la première partie avec les questions de Charlotte Mestre. Louis Cotrat-Uregueil, bonjour. Bonjour. D'après les derniers chiffres du Haut-Saria, plus de 81% des électeurs appelés à voter dimanche l'ont fait. Est-ce que c'est un échec de votre stratégie de non-participation au scrutin ? C'était pas une stratégie. C'était une position politique. Compte tenu des conditions de ce référendum, d'un certain nombre de Kanaks qui sont absents sur cette liste référendaire, nous avons considéré qu'on ne pouvait pas cautionner un soi-disant référendum d'autodétermination, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'un référendum d'autodétermination. Donc je veux rappeler rapidement que le corps électoral, s'il a été ouvert, le droit à l'autodétermination concerne d'abord le peuple colonisé, ici le peuple kanak. Donc tous les Kanaks devaient être inscrits sur la liste, ce n'était pas le cas. Ensuite, nous, on a été impliqués dans le suivi, le contrôle de la liste référendaire, et on s'est aperçu que jusqu'au dernier moment, il n'y avait aucune clarté sur cette liste référendaire. Le Haut-Saria a donné des chiffres tout au long donc, de cette préparation qui n'étaient jamais les mêmes que ceux qu'on avait et que l'on suivait. Et donc, nous, on a considéré que ce référendum n'était qu'une consultation pour parachever une recolonisation de ce pays qui s'est passée pendant les 20 dernières années avec l'abondance des flux migratoires, et que le résultat programmé serait le non. Donc cette position politique, elle a été adoptée pour dire qu'on ne participait pas à donc ce qu'on a appelé cette mascarade. Vous avez appelé vos adhérents et les adhérents de l'USTKE à ne pas participer, et on a plus de 81% des électeurs qui sont allés voter. Il y a un taux de participation de plus de 81%. C'est donc que cet appel n'a pas été complètement suivi, non ? Absolument, parce que je vais vous dire, beaucoup de Kanaks, y compris au sein du Parti travailliste et au sein de l'USTKE, ont été sensibles à la campagne du FLNKS qui leur a promis que le 4 au soir, ce serait l'indépendance. Donc ils ont été votés parce que nous, on a des gens qui nous ont dit « mais on ne peut pas passer à côté de l'indépendance ». Donc ils ont été votés jusqu'au bout. On a fait croire, cette illusion a fonctionné, et le 4 au soir, beaucoup ont été déçus. Aujourd'hui, beaucoup sont déçus. Nous, on ne l'est pas, parce qu'on savait que le non allait l'emporter. Donc, ce n'était pas une stratégie, c'était une position politique au regard des conditions de ce référendum dit d'autodétermination. Mais vous l'avez dit vous-même, certains adhérents du Parti travailliste sont allés voter. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine défiance au sein de votre parti, vis-à-vis des consignes qui sont données par la direction du parti ? Les militants du Parti travailliste sont d'abord des militants indépendantistes. Ils ont cru, suite à la campagne extraordinaire qui a été menée par le FLNKS, je rappelle que le FLNKS, les deux groupes du Congrès confondus, ont reçu 26 millions pour cette campagne électorale. Donc ils ont mis les moyens. Beaucoup de gens étaient sensibles à la sirène qui faisait croire que le 4 au soir, il y aurait l'indépendance de ce pays. Donc nous, on ne leur en veut pas parce qu'on comprend. Maintenant, le résultat est quand même là pour montrer que quelque chose aussi que nous on savait, que le peuple kanak, à plus de 90%, est favorable à l'indépendance. À part quelques Kanaks que l'on montre couramment chez Calédonie Ensemble, chez les Républicains, pour faire croire qu'il y a beaucoup de Kanaks qui ne sont pas indépendantistes, ce résultat montre le contraire. Et donc, même si notre analyse a été fondée dès notre congrès extraordinaire du 14 juillet de cette année, le résultat prouve quand même que la force indépendantiste demeure dans ce pays. Et dans un communiqué hier, le FLNKS a salué le score de 43,6%. Est-ce que vous partagez cette satisfaction ? Non, je ne la partage pas parce que... C'est quand même plus que ce qu'avaient prévu les sondages. Et moi, je ne croyais pas à ces sondages. C'est des sondages dans les rues de Nouméa, mais nous, dans nos tribus, les gens, ils sont quasiment à 100% indépendantistes. J'ai jamais cru à ces sondages. Par contre, avec certains amis, on considérait que le score serait aux alentours de entre 40 et 45%, ce qui était tout à fait exact, conformément à la situation, et surtout par rapport à la liste électorale référendaire. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que malheureusement, ce référendum a donné comme résultat
que le non l'a emporté et que le pays n'est pas indépendant. Voilà ce que je retiens. Après, vous savez, 43%, 45%, 49%, c'est pas la majorité. Donc c'est ça la réalité qui s'est produite dimanche dernier. Le Premier ministre était présent juste après ce référendum lundi. Que retenez-vous de cette visite ? On va dire qu'il fallait que les plus hautes autorités de l'État, après le discours de M. Macron dimanche soir, donc montrent qu'ils ont toujours un regard intéressé et qu'il fallait surtout qu'ils disent leur satisfaction que la Calédonie reste française. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est la réalité, ça aussi. L'État est l'État colonial et nous, peuple kanak, on revendique notre indépendance. Voilà la réalité. Lors de cette visite, il a été évoqué un comité des signataires en décembre prochain. Vous avez dit hier que si vous y étiez convié, vous n'iriez pas. Pourquoi ? Parce que j'ai assisté à certains comités des signataires où ça a été... on va dire quoi, je vais utiliser un terme que j'utilise souvent, ça a été des couillonnades. À chaque fois, les gens ont été amenés à faire des concessions, à accepter ce que j'ai considéré comme inacceptable, je l'ai souvent dit. Donc, moi, ce comité des signataires, ma crainte simplement par rapport à ce comité des signataires, c'est que les Kanaks qui sont conviés, eh ben, qu'ils aillent dans quelque chose qui sera proposé par l'État, et j'espère qu'ils ne le feront pas. Mais depuis 30 ans, depuis 20 ans, l'histoire de la Calédonie et des accords est marquée par des concessions. Ça veut dire que pour vous, l'accord de Nouméa... Non, il n'y a que le peuple kanak qui a fait des concessions. Il n'y a pas eu de concessions selon vous ? Aucune des autres, et je l'affirme avec force, aucune. Et c'est pour ça que vous avez 90%, voire plus de peuple kanak qui est toujours favorable à l'indépendance. Vous seriez donc contre les 2 référendums qui sont prévus par l'accord de Nouméa pour la suite ? Justement, le 2e et le 3e référendum prévu. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, on sort de ce référendum qui a montré la réalité qui existe dans ce pays, de ce qui s'est passé, à savoir que c'est quand même le fruit d'une politique migratoire qui n'a jamais cessé et d'une fraude électorale intense dans les mairies du Grand Nouméa. Donc, une fraude électorale, qu'est-ce que vous entendez par là ? Tout le monde sait de quoi il s'agit. Et pour ceux qui ne savent pas ? Ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on inscrit des gens qui n'auraient jamais dû l'être. Donc, il y a eu beaucoup de recours, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été confirmé, qui s'est confirmé à travers ce résultat. Et donc, les prochains référendums, il y a du temps, comme je le disais. Nous, on a un congrès les 16, 17, 18 novembre qui viennent. Et puis, donc, on verra. Après, tout va dépendre du mouvement indépendantiste. Et comme je l'ai dit hier, ce résultat, en tout cas, nous interpelle et doivent interpeller aussi les responsables du FLNKS. Il faut créer les conditions, donc, d'une unité pour adopter une stratégie qui doit nous mener à l'indépendance de notre pays. Vous parlez d'unité. Cette unité, avec qui elle serait ? Avec le FLNKS ? Mais bien entendu, il s'agit de l'unité du peuple kanak. Le Parti travailliste, le FLNKS sont des représentants du peuple kanak. Et à partir du moment qu'on a une responsabilité par rapport à notre peuple, on se doit de toujours réfléchir à faire en sorte que la position de notre peuple, nous on a hérité d'une position, c'est pas nous qui l'avons créée, c'est la présence coloniale qui a créé cette forte volonté qu'on retrouve la souveraineté sur notre pays. Comme ça s'est fait au Vanuatu, comme ça s'est fait au Salomon, etc. C'est tout à fait un droit naturel, un droit légitime, et donc il faut que les représentants du peuple kanak créent les conditions pour que on arrive en force et qu'on obtienne donc l'indépendance de notre pays. Louis Cottreur-Regaillon, on vous retrouve en deuxième partie d'émission dès 7h06. Merci. Oui, et vous... L'invité de la matinale sur la première. Et à partir de maintenant, si vous le souhaitez, le standard est ouvert, le 258 pour poser vos questions à notre invité, Louis Cottreur-Uregei, le président du Parti travailliste, Charlotte Mestre. Louis Cottreur-Uregei, tout à l'heure, on parlait de votre volonté, de la volonté du Parti travailliste d'unifier le camp indépendantiste. Pour autant, vous avez jugé à plusieurs reprises que le FLNKS était à la solde de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces deux discours ? Alors, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes des représentants du peuple kanak
Donc, il y a une structure qui est le FLNKS, il y a le Parti travailliste, il y a le LKS, il y a d'autres structures aussi qui sont là et qui s'expriment au nom du peuple kanak. Alors, on a des désaccords entre ces représentants. On a eu des difficultés pour se rencontrer, s'unir. La volonté d'union, chez nous, elle est présente depuis notre congrès de 2010 à Ouvéa. Maintenant, ce qui a empêché le FLNKS de s'ouvrir, c'est la responsabilité des dirigeants du FLNKS, mais ils sont représentatifs du peuple kanak. Nous représentons aussi une partie de ce peuple kanak et les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce résultat du référendum du 4 novembre, en tout cas, il interpelle. Il doit nous interpeller tous. Et je pense que chacun va tirer les leçons et on va se retrouver sans doute assez rapidement autour d'une table. Maintenant, s'il y a toujours ces refus, si, comme je l'ai indiqué, le FLNKS a été cadenassé pour ce que certains l'instrumentalisent, sans doute que ça créera, ça perdurera les difficultés qu'on a eu à se rencontrer, mais je pense que chacun va tirer les leçons de ce référendum. Et justement, vous parliez de désaccord avec les dirigeants du FLNKS, et ce sont toujours les mêmes aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que votre parti s'isole dans une opposition perpétuelle ? Mais ce n'est pas une opposition perpétuelle, c'est une analyse politique qui amène notre parti sur ces positionnements-là. Et le référendum du 4 novembre a confirmé le positionnement politique pris par le Parti travailliste le 14 juillet dernier. Donc, si à un moment donné, je rappelle que nous sommes créés en 2006, suite à la volonté du CKE de se doter d'une alternative politique. C'est bien parce que on a ressenti le besoin de le faire. Eh bien, c'est aussi parce que il y avait un créneau politique à occuper, donc notamment le relais des travailleurs. C'est ce que nous avons fait et nous avons donc un message politique. Donc on n'est pas du tout isolé. Pour autant, vous êtes en minorité dans le Congrès. Vous ne siégez plus au groupe UCF-LNKS et nationaliste. Vous n'avez pas forcément la parole. Comment, dans ce cas-là, vous faire entendre et peser dans le débat politique global ? Mais nous pesons avec nos militants, nous pesons dans les rencontres que nous faisons, parce que, comme je viens de le dire, nous avons notre voix à faire entendre. Et vous dites que nous sommes minoritaires, mais nous venons de nous créer il y a moins d'une dizaine d'années. Donc, laissez-nous le temps de faire notre route. Les partis du FLNKS ont 50, 60 ans, 70 ans d'existence, donc 60 ans plutôt. Donc, ils ont eu le temps d'expliquer leur position. Nous, on a le temps avec nous aussi. Il est 7h10, on part au standard, on y retrouve Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Nous vous écoutons et notre invité vous écoute aussi. Voilà, c'est juste pour dire à M. Regueil que voilà, c'est un petit militant du Nord, Kanakine du Nord, lycée. C'est pour dire que ça ne sert à rien de toujours parler, parce que le jour où on devait voter, j'ai pensé que le parti doit voter. Alors, c'est ça ma réaction qui me fait mal. Moi, je veux que tous les Kanaks en votent, je ne veux pas toujours entendre parler. Moi, c'est un mec qui a presque rien, mais j'ai voté quand même. C'est ça ma lutte. Merci. Merci Yannick. Effectivement, pour poursuivre un peu la réflexion de Yannick. Monsieur. Bien sûr, allez-y. Je réponds, mais c'est le droit de chacun de se positionner. Vous avez pensé que vous deviez voter, vous avez suivi le mot d'ordre de votre parti. Nous, notre parti, on a dit que ce référendum sera un échec pour l'indépendance. Ce référendum l'a confirmé. Que l'on vote tous ou que l'on ne vote pas tous, la réalité est là. Sur la liste électorale référendaire, vous avez 97 000 non-Kanaks et 80 000 Kanaks. Comment pouvez-vous gagner dans ces conditions ? Et la volonté de convaincre les non-Kanaks qui a été exprimée par le FLNKS, qui a dit qu'il avait pu aller chercher des voix chez les non-Kanaks, pour vous, c'est une utopie ? Les résultats l'ont montré. Et moi, j'étais à la tête de l'USTKE pendant 20 ans. Pendant 20 ans, on a mené des luttes pour défendre les intérêts, et beaucoup des intérêts de syndicalistes non-Kanaks. Et nous, on a remarqué quoi ? Une fois que ces intérêts-là étaient résolus, étaient satisfaits par la lutte syndicale, l'aspect politique que prônait l'USTKE, les gens ne s'en souciaient pas, ne suivaient pas. Donc, on a pris conscience de cette réalité-là, que les gens, au niveau politique, n'adhéraient pas
à la cause indépendantiste. Alors nous on a des non-Kanaks qui sont dans le Parti travailliste, il y a des non-Kanaks qui sont dans les autres partis indépendantistes, mais c'est très peu. La réalité politique, c'est que les non-Kanaks ne suivent pas le moteur d'indépendance que nous voulons pour notre pays. Mais M. Uregeï, avec les voix du Parti travailliste, le score des indépendantistes aurait été plus important et vous aurez placé dans une meilleure situation pour pouvoir poursuivre les discussions, si tant est que vous ayez envie de discuter. C'est quoi la meilleure situation? C'est 49%. Le 49%, c'est pas l'indépendance. Comment dire nous, on a fait au plus fort des résultats du Parti travailliste, on va dire, allez, 8000 voix. Le différentiel entre le non et le oui, c'est 17 000, je crois. 18 000, oui. 18 000. Et on disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens du Parti travailliste qui ont quand même été votés. Donc, vous savez, la totalité du Parti travailliste n'aurait pas changé le résultat. Et il faut sans doute aller voir du côté des abstentionnistes, qui, eux, sont 33 000 sur l'ensemble du pays. Donc, si ces gens-là se sont abstenus, c'est peut-être pas tous parce que le Parti travailliste a prôné la non-participation. C'est parce que les conditions de ce référendum, que les conditions de vie, que les 20 dernières années ont fait que les gens ont des problèmes. Et si ces problèmes ne sont pas résolus, ou en tout cas, si on n'essaye pas d'être à leur côté pour résoudre les problèmes, les gens n'ont pas confiance. Donc, moi, j'espère, pour revenir à l'appel précédent, j'espère que on fera tout pour que un prochain référendum, dans de meilleures conditions, amène l'indépendance de ce pays. Dans de meilleures conditions, et après on va au standard, dans de meilleures conditions, ça veut dire une restriction plus importante du corps électoral, selon vous? Mais moi, je fais partie de ceux qui ont signé l'accord Oudinot, qui a figé le corps électoral en 88 pour le référendum de sortie de 98. Ceux qui ont été négociés en 98 ont ouvert ce corps électoral. J'ai même entendu dire qu'ils ont élargi le droit à l'autodétermination aux autres composantes de la population de ce pays. Les accords de Matignon-Oudinot reconnaissent les victimes de l'histoire comme faisant partie. Non, c'est Naville-les-Roches qui reconnaît les victimes de l'histoire. Et ensuite, le corps électoral qui a été donc défini aux accords Matignon-Oudinot, donc a défini un corps électoral qui devait se prononcer, qui s'est prononcé en novembre 88. Ce corps électoral-là, c'est celui qui devait se prononcer en novembre 98, c'est-à-dire 10 ans après donc, les premiers accords. Jacques Lafleur a été très malin. Il a fait croire aux gens qu'une nouvelle solution consensuelle, d'abord, ferait qu'il n'y aurait pas de vainqueur ni de vaincu, mais que, on allait créer les conditions pour qu'il y ait l'indépendance un jour. Eh ben, on a donné 20 ans. Et 20 ans plus tard, sur la liste électorale référendaire, il se trouvait plus de non-colonisés que de colonisés. Donc pour vous, il faut revenir à un corps électoral plus restreint? En tout cas, pour nous, ce n'est pas un corps électoral légitime. On retourne au standard, si vous le permettez, avec Eric, qui est avec nous et qui a une question à vous poser. Bonjour Eric. Bonjour. Soyez le bienvenu, on vous écoute. C'est juste pour demander au monsieur. Il a tellement fait on a fait des manifestations l'année dernière, tellement fait que pour arriver avant les votes, il nous dit qu'il ne va plus voter. Donc je ne sais pas, là, il nous a un peu emmené un peu aussi en bateau. On est descendu pour faire des manifs. Et puis voilà, arrivé au bout, voilà. Là, ce qu'ils nous donnent aujourd'hui, ils ne vont plus. Donc la deuxième question, c'est les sorties aussi du FLN. Les sorties du FLN-KS, et puis ils sortent par la porte, et puis maintenant ils veulent rentrer par la fenêtre. Mais ça veut dire quoi? Les gens, ils vont comprendre quoi? Ils vont comprendre comment les choses? Merci Eric pour votre intervention. Allez, bonne journée, merci. Bonne journée à vous. Louis Cotrat-Uregeï vous répond. Merci, ça permet donc de préciser les choses. Quand nous sommes mobilisés, et je rappelle que le Rhin a été créé parce que le FLN-KS qui devait s'ouvrir au congrès de Saint-Louis ne s'est pas réuni à ce moment-là. Donc les gens qui ont été déçus ont créé le Rhin. Le Rhin, il a fait quoi? Le Rhin a revendiqué l'instruction automatique et sans condition de tous les Kanaks. A revendiqué l'instruction automatique et sans condition de tous les Kanaks. La liste référendaire qui s'est prononcée le 4 novembre dernier, tous les Kanaks n'étaient pas inscrits. Donc,
nous, on a été conformes. En tout cas, nous, Parti travailliste, on a été conformes à ce qu'on souhaitait et qui n'a pas été donc suivi par l'État et puis par tous ceux qui en prenaient le oui. Sur l'appel à l'unité, nous, on fait appel à l'unité à l'ensemble des forces qui représentent le peuple kanak. Le FLNKS est une réalité qui est là. Aujourd'hui, le FLNKS est représenté par un certain nombre de partis. Je rappelle qu'ils n'étaient pas présents lorsqu'on a créé le FLNKS. Mais les choses ont évolué. Il y a eu des raisons pour lesquelles l'USTKE s'était repositionné en 1989. Le Parti travailliste, je rappelle, a été créé en 2007. Donc, à la suite de ce référendum qui interpelle tout le monde, il est nécessaire que l'ensemble des forces représentant le peuple kanak, représentant le mouvement indépendantiste, eh bien, se réunissent à nouveau. Alors que il faille rentrer ou pas au FLNKS, ça c'est un autre problème. C'est la question de l'unité qui se pose. On retourne au standard pour la dernière fois, puisqu'il est déjà 7h18 et on va y retrouver Boris. Bonjour Boris. Bonjour. Soyez le bienvenu, on vous écoute. Oui, voilà, moi je voulais poser une question, c'était pourquoi le Parti travailliste aujourd'hui persiste à dire que le corps électoral n'est pas légitime, alors que c'est bien le STKE en 88 qui avait acté ou dit non, et donc qui avait ouvert le corps électoral aux victimes de l'histoire, et même si le STKE n'a pas validé 98, mais on sait très bien que depuis 88, la lutte elle a avancé avec la négociation, que ce soit en 88 et en 98. Au comité de signataires de novembre dernier, on a mis sur la table des négociations l'inscription automatique pour les Kanaks de statut civil coutumier dans la liste générale. La droite a mis son veto et donc on a négocié. Et on a été obligé aussi d'inscrire les natifs. Mais l'essentiel était préservé. On a eu l'inscription automatique des Kanaks sur la liste générale. Alors pourquoi toujours se plaindre aujourd'hui et prendre une décision disproportionnée d'appeler à la non-participation, mais qui est en fait derrière un boycott, quoi. Voilà, merci. Merci Boris pour votre intervention. Effectivement, hein, il y a des interprétations différentes qui demeurent selon les individus. En tout cas, nous avons considéré que cette liste référendaire n'est pas légitime, fondamentalement déjà qu'un scrutin d'autodétermination, qu'il y ait plus de non-colonisés que de colonisés sur cette liste, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'interpelle, hein, que je ne peux pas accepter et que beaucoup de gens n'acceptent pas. Malheureusement, certains l'ont accepté et ont fait en sorte que la voix du mouvement indépendantiste aille dans ce sens-là. Voilà. Mais l'ouverture, puisqu'il fait référence au 88, je rappelle ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'en 88, le corps électoral, il a été arrêté. Celui qui s'est prononcé au référendum de novembre 88, c'est celui qui devait se prononcer en novembre 98, puisque les premiers accords prévoyaient 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'ouverture avec l'accord de Nouméa, hein, et j'ai dit tout à l'heure que certains responsables indépendantistes ont déclaré qu'ils avaient ouvert le droit à l'autodétermination qui était propre aux colonisés, aux autres composantes de la population. Donc voilà, nous on n'est pas satisfaits avec ce corps électoral. Louis Cotraire-Regaille, rapidement, vous parliez d'unité. Cette unité, vous envisagez de la traduire par des listes communes au provincial de mai prochain? Mais il est encore trop tôt pour évoquer tout ça. On évoque les principes pour l'instant. Je disais tout à l'heure que nous avons un congrès dans moins de 2 semaines à Marais et nous allons analyser la situation politique, les résultats du référendum, la situation qui en découle de cette consultation et de ces résultats. Et puis d'ici là, bon, il semblerait qu'il va y avoir un comité des signataires en décembre à Paris. En tout cas, c'est confirmé par la déclaration du Premier ministre. Je pense que d'ici la fin de l'année, les uns et les autres, on sera occupés. Après, va s'ouvrir donc sans doute les perspectives des provinciales de 2019. Je ne sais pas, mais moi, je dis déjà, en tant que président de mon parti, que nous sommes interpellés par ces résultats, et je pense que tout le monde est interpellé, qu'il est temps
il est temps qu'on s'assoie à une table et qu'on discute avec l'ensemble des composantes politiques indépendantistes, et on verra à ce moment-là ce qui va en sortir. Mais il est prématuré de penser à des listes communes ou... Non. Louis Cottrell-Regaïpa, président du Parti travailliste, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie.